Salut à toutes et à tous, ici Jérémy et je suis très content de vous accueillir pour l'épisode 4 de Parlons peu, parlons Rust. Pour bien comprendre cet épisode sur les références et le borrowing, on va faire d'abord de la théorie, puis de la pratique. Et on reviendra lors de la vidéo suivante sur les concepts fondamentaux tels que la pile et le tas. Si vous ne voulez pas rater le prochain épisode, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. J'espère que vous êtes prêts à attacher vos ceintures, on est parti. Pour bien comprendre le borrowing et les références, il va falloir qu'on retourne dans notre ordinateur, et plus précisément dans la mémoire. Si vous vous rappelez de l'épisode 2, la mémoire c'est un peu une grille avec des cases qu'on va numéroter, admettons de 1 à 8, en fait de A1 à C8, comme ça on pourra toutes les adresser une à une. Quand je fais une assignation, par exemple la dernière fois c'était let mon entier de type U8 égale 42, il va se passer plusieurs choses. La première c'est qu'on va aller chercher de la place disponible dans la mémoire. Ensuite on va y stocker la valeur 42, et enfin on va bien noter que la valeur de mon entier est stockée dans cette case A1. Et quand je fais un DBG par exemple, je vais aller afficher la valeur de mon entier. Alors l'ordinateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller voir ce qu'il y a dans la case A1, et puis il va afficher la valeur, en l'occurrence 42. Et il y a un autre type de variable que je me suis bien gardé de vous montrer la dernière fois, qui s'appelle les références. Alors une référence, c'est une variable dont la valeur est l'adresse d'une autre. Je vous montre ça tout de suite. Mon entier de type U8 égale 42, et une référence de type EU8 pour référence, vaut référence vers mon entier. Qu'est-ce que va faire l'ordinateur ? La première chose qu'il va faire, comme la dernière fois, c'est trouver de la place pour stocker la valeur de la variable. Admettons en A2. Maintenant que je sais que je vais mettre la valeur de ma variable dans A2, ce que je vais mettre, c'est l'adresse de mon entier. Mon entier, il est stocké en A1. Donc dans A2, je vais mettre A1. Et si je veux aller récupérer la valeur qui est dessous, je vais faire une opération qui s'appelle le déréférencement, qui consiste à faire un petit saut de la valeur de A2 qui est A1 jusqu'à la valeur de A1 qui est 42. Donc au final, si je print une référence vers mon entier, je vais avoir également 42. C'est un petit peu galère à expliquer, on va faire des tests, vous allez tout de suite comprendre. Ok, donc on a ouvert l'IDE et on va pouvoir faire quelques tests. La première chose que je vais faire, c'est let mon entier de type U8 égale 42. J'ai normalement plus besoin de vous montrer ça, mais je vais le faire une dernière fois. Println pour afficher mon entier. Cargo run. Et c'est bon. Donc ça vaut bien 42. Maintenant qu'on est là, je vais mettre mon entier dans une section. Enfin, je vais juste faire un print pour dire qu'on est en train de parler de mon entier. Et puis on va rajouter quelques petites choses devant, histoire de voir valeur, par exemple. Voilà. On va faire un cargo run. Voilà. Donc je suis dans la section mon entier et puis la valeur c'est 42. On va mettre un petit séparateur en dessous, histoire que ce soit un petit peu plus clair dans la console. Super, on est bon. Maintenant que j'ai la valeur, il y a une autre chose que je peux print. Je vais vous montrer comment on fait. C'est son adresse mémoire. Je vais choisir un mode un peu particulier, c'est-à-dire que je vais pouvoir lui dire comment ou ce que je souhaite voir affiché. Donc là, je vais faire 2.p pour montrer une adresse. Donc là, vous voyez, j'ai mon entier qui a pour valeur 42 et qui a pour adresse mémoire 0x16b222bd7. Ce chiffre un petit peu bizarre, c'est une représentation hexadécimale, donc en base 16, d'un emplacement dans la mémoire. La base hexadécimale, c'est un peu comme la base binaire qu'on avait vue à l'épisode 2, sauf que là, on a 16 possibilités qui vont de 0 à 9, puis ensuite de A à F. C'est juste un système d'adressage comme nous, on avait choisi de A1 à C8. Là, ça part de 0 et ça s'arrête à beaucoup. À beaucoup qui se représentent en base hexadécimale. Bref, c'est pas très important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer ce qu'il en est lorsque je déclare une référence. Donc, let ma référence, qui est de type référence vers un U8, parce que mon entier est un U8. Si je l'avais déclaré en référence vers un booléen, le compilateur ne serait pas content. On va regarder ça très vite.
Là, Rust C, il est pas du tout content. Il me dit attention, tu m'as dit que tu voulais une référence vers un booléen, mais la référence que tu prends, c'est vers un U8. Donc on va corriger ça tout de suite. Et on va prendre les mêmes println que au-dessus. Et alors la valeur de ma référence, c'est ma référence. Et l'adresse mémoire, c'est le 2.p de et ma référence, comme tout à l'heure. Alors là, vous voyez, on a bien mon entier qui vaut 42, l'adresse mémoire qui vaut quelque chose, et ma référence, sa valeur, c'est 42 également, c'est ce qu'on avait vu dans la partie théorique, et l'adresse mémoire, c'est autre chose, on l'a bien stocké ailleurs. Dans l'exemple théorique, on avait stocké mon entier dans la place A1, et ma référence dans la place A2. Bah là, c'est deux adresses mémoire différentes. La relation qui est importante et que je voudrais mettre en évidence, c'est la relation suivante. Adresse cible. Et cette adresse cible, je vais enlever le et. Et je vais lancer. Et vous voyez, c'est vraiment cette relation-là qui m'intéresse. On va la centrer un petit peu. Cette relation-là qui m'intéresse, c'est-à-dire que l'adresse cible de ma référence, c'est l'adresse mémoire de mon entier. Et c'est ça qui est vraiment important. Allez, on va tout nettoyer. Et on reprend. Donc là, bon, j'imagine que vous êtes tous en train de vous dire, mais t'es gentil Jérémy avec tes histoires de mémoire, mais où est-ce que tu essayes de nous emmener parce que ça commence à faire un peu long. Et j'y viens justement. On va prendre un nouveau type string pour chaîne de caractères. Et je vais faire let coucou égale coucou point toString. Alors toString, c'est une fonction qui convertit un truc en une string. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir le printer comme on faisait la dernière fois. Et si vous avez bien suivi l'épisode 3, on va pouvoir faire une fonction qui prend une string en paramètre. On va l'appeler fn Jérémy. Et cette fonction Jérémy, elle prend une phrase de type string et elle va l'afficher en rajoutant Jérémy après. Alors c'est sans doute pas la fonction la plus intelligente que vous avez jamais vue, mais ça va suffire pour l'exemple, je pense. Et donc là, du coup, au lieu d'appeler println, je vais appeler Jérémy avec coucou. On va faire un cargo run. J'ai bien coucou Jérémy qui s'affiche. Ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que l'avantage des fonctions, c'est qu'on peut les appeler plusieurs fois. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'appeler une deuxième fois. Et là, le compilateur, il n'est pas content du tout. Et ce qu'il est en train de me dire, c'est que ma valeur, là, coucou, elle s'est déplacée et que je ne peux plus l'utiliser. En fait, ce qui se passe, c'est que quand j'invoque la fonction Jérémy ici, je prends la string complète et je la donne à la fonction. Elle est consommée par cette fonction. Et à la fin de cette fonction, lorsque j'arrive sur cette accolade fermante, phrase est détruite. Et ce qui se passe du coup, c'est que vu que ça a été détruit, je ne peux pas le réutiliser. Par défaut, quand je donne des paramètres à des fonctions, je les donne littéralement. C'est-à-dire qu'elles ne m'appartiennent plus. Si je voulais montrer un prêt, donc un borrow en anglais, il faudrait que je déclare que ce que je souhaite, c'est qu'on me prête une string. Et là, vous voyez, il y a toujours du rouge. Alors, on va voir ce qui se passe. Et là, ce que me dit le compilateur, c'est que il s'attendait à un et-string et il a reçu une string. Et il me propose de rajouter un et devant. En français, ce que ça veut dire, c'est que la fonction Jérémy, elle s'attend à ce qu'on lui prête une phrase. Et en fait, là, on lui en a donné une. Il va falloir être très explicite sur le fait qu'on la prête. L'avantage de ce genre de choses, c'est que la personne qui implémente la fonction et la personne qui l'appelle disent toutes les deux explicitement qu'ils ont bien compris que c'était un prêt et qu'ils allaient reprendre la variable ensuite. Et là, vous voyez, si je fais ça, il y a bien 2 fois coucou Jérémy qui s'affiche. Alors on va regarder exactement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré dans la fonction main et ensuite j'ai déclaré ma string, donc là je l'ai. Ensuite je l'ai prêté à Jérémy qui l'a utilisé et qui l'a rendu une fois qu'il est sorti d'ici.
Et ensuite, je l'ai prêté à nouveau à la fonction Jérémy. Et là, maintenant que j'ai coucou, bah, je peux à nouveau faire des trucs avec. Je pourrais le DBG, par exemple. Et vous voyez, si je fais une deuxième fonction qui s'appelle Jérémy2, qui consomme son argument, je pourrais invoquer Jérémy puis Jérémy2. Ah, oui, en effet, il ne faut pas que j'oublie que je dois lui donner et pas lui prêter. Voilà, je peux invoquer Jérémy et Jérémy2, vous voyez. Je ne peux pas invoquer Jérémy2 puis Jérémy. Donc ça va nous forcer à bien réfléchir à nos variables. Est-ce qu'on les prête ou est-ce qu'on les donne? On va remettre l'exemple dans un état où ça compile. Et je vais vous montrer un autre truc avec l'histoire du borrowing. Les règles de mutabilité dont on a parlé dans l'épisode 2 et les règles de prêt peuvent être utilisées ensemble. Je prends un exemple simple. Imaginons que par exemple, je remplace ce coucou par un bonjour. Hop, je remplace coucou par un bonjour. Donc là, je me fais gronder. Si vous vous rappelez bien, je me fais gronder parce que la variable est déclarée immutable. C'est un super conseil que je peux vous donner. Ne paniquez pas quand il y a des erreurs. Prenez le temps de bien les lire. C'est-à-dire que là, on m'explique exactement que je n'ai pas le droit d'assigner 2 fois une variable qui est immutable et que ce qu'il faut que je fasse pour que ça fonctionne, c'est rendre ce binding, donc rendre cette assignation mutable. Donc il va falloir que je fasse un let mut coucou et là je vais pouvoir remplacer mon coucou par un bonjour. Et là du coup voilà, j'ai bien un exemple qui compile et coucou vaut bien bonjour. Donc là admettons que je veuille changer bonjour par salut dans cette fonction. Je vais déréférencer ma référence et je vais mettre salut.toString. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, vous voyez, le compilateur, il n'est pas content. Et il me dit exactement ce qui ne lui va pas. Il me dit que phrase, c'est une référence, mais que ce n'est pas une référence mutable. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, si je veux avoir le droit de changer cette phrase, c'est de déclarer ma référence en mutString. Vous voyez? Et alors là, ça ne marche toujours pas. Et la raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est parce que ici, je passe des eString et pas des emutString. Donc là, je vais faire des emutString. Ce sont donc des références mutables vers ma chaîne de caractères. Et là, ça fonctionne. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a à la fois des règles de référence et des règles de mutabilité. Et que les règles de référence et de mutabilité s'appliquent aux paramètres des fonctions lorsqu'on les déclare, mais surtout lorsqu'on les invoque. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il n'y a plus de surprise. Il est impossible en Rust de se retrouver dans une situation où on pensait qu'on passait une chaîne de caractères qui était pas mutable et que d'un seul coup, elle disparaisse ou qu'elle change de valeur. Ça n'arrive pas. Si tout est déclaré en tant que immutable, alors ça restera immutable. Bon, je vous ai pas menti, il y avait pas mal de théories et un petit peu de pratique. Maintenant qu'on commence à développer une petite intuition sur ce qui se passe, on va pouvoir dans la prochaine vidéo rentrer dans les détails et voir comment fonctionne la pile et le tas. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut. Si ça ne vous a pas plu, mettez un pouce vers le bas. Et surtout, commentez. Dites-moi s'il y a des choses qui ne sont pas très claires ou si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Si vous avez l'habitude de discuter avec moi sur Twitter ou sur LinkedIn, continuez, ça me donne énormément d'énergie et ça me fait super plaisir. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à m'ajouter sur Twitter ou sur LinkedIn, les liens sont dans la description. J'espère que cet épisode sur un nouveau format vous aura plu et je vous donne rendez-vous en fin de semaine pour un nouvel épisode de Parlons peu, Parlons Rust.